C'est une déclaration, disons-le, qui est assez inattendue. Il y a quelques semaines, Kim Jong-un, le dirigeant donc de la Corée du Nord, a inauguré un immense complexe hôtelier avec la promesse de débuter, je cite, une nouvelle ère du tourisme en Corée du Nord. Pourtant, je ne vous apprends rien, la Corée du Nord aujourd'hui, c'est l'un des pays les plus fermés au monde. Alors est-ce que tout cela veut dire que dans quelques années, vous pourrez passer des vacances, si vous le souhaitez, en Corée du Nord? On va voir tout ça ensemble. On va aussi essayer d'analyser plus en détail la stratégie de Kim Jong-un. Salut, c'est Hugo, j'espère que vous allez bien. C'est donc le sujet à la une de ces actus du jour. Au passage d'ailleurs, ça fait quelques semaines qu'on fait maintenant ce format des actus du jour aussi le samedi. C'était un test, mais visiblement ça vous plaît, donc je suis preneur que vous me disiez dans les commentaires quand même ce que vous en pensez et plus généralement si vous voyez des choses à améliorer sur ce format pour les prochaines semaines. Que ce soit d'ailleurs sur YouTube, en podcast audio, sur toutes les plateformes, vraiment n'hésitez pas à me faire vos retours dans les commentaires. Je prendrai le temps de dire tout ça ce week-end. Bon, le complexe hôtelier dont on parle ici, il se situe dans la zone côtière de l'Est de la Corée du Nord et cette station balnéaire, elle a vu les choses en très grand puisque elle comprend des parcs aquatiques, des hôtels, une marina et plus de 4000 km de plage. Au total, ces infrastructures, elles seront capables d'accueillir près de 20 000 visiteurs en même temps. Et cette station balnéaire, elle a donc été officiellement ouverte aux touristes nord-coréens ce 1er juillet. L'agence officielle de presse du pays, la KCNA, a même publié des photos et des vidéos où on voit des familles portant des maillots de bain colorés, profitant de la plage, des restaurants ou encore des mini-golf. Selon les autorités nord-coréennes, il s'agit, je cite, d'une ville touristique de niveau trésor national, rien que ça. Et c'est aussi, toujours selon eux, une station culturelle de classe mondiale. Bon, sauf que quand on prend un petit peu de recul, ou même d'ailleurs sans prendre de recul, forcément cette annonce, elle paraît un petit peu étonnante. Vous le savez très sûrement si vous suivez nos formats, ou même plus généralement, la Corée du Nord, c'est aujourd'hui un pays en conflit constant avec ses pays voisins. On peut penser au Japon ou encore à la Corée du Sud, où certes, ces dernières années, il y a eu des périodes plus calmes, mais il y a aussi eu des périodes importantes de tension, avec des tirs d'essais de missiles balistiques. En fait, de façon plus importante, il faut comprendre que le pays, c'est aujourd'hui l'un des plus isolés sur la scène internationale. Et d'ailleurs, cette annonce, elle intervient alors qu'aujourd'hui, c'est très difficile de se rendre en tant que touriste sur le territoire. Alors c'est quelque chose qui est techniquement possible. Vous avez déjà vu, je pense, des vidéos, que ce soit de créateurs de contenu ou alors simplement sur Instagram, de personnes qui ont réussi à se rendre sur place. Notamment d'ailleurs, il y a quelques mois, il y a eu un marathon, le marathon de Pyongyang, où certains étrangers ont pu se rendre directement en Corée du Nord. Mais disons les choses, à chaque fois c'est très encadré et surtout, eh bien, tout le monde ne peut pas se rendre comme ça du jour au lendemain dans le pays. En fait, avant 2020 par exemple, on considérait qu'il y avait environ 5000 touristes occidentaux qui s'y rendaient chaque année. Et sur place, les quelques touristes qui s'y rendent racontent être constamment accompagnés de guides locaux et de devoir suivre en fait un programme vraiment à la lettre. Bref, c'est forcément un cadre qui est assez particulier. Alors pourquoi lancer un tel complexe hôtelier? Eh bien, selon Lim Ul-chul, qui est professeur d'études nord-coréennes à l'université de Kyungnam de Corée du Sud et qui est cité par le média CNN, la cible initiale de ce complexe, ce serait l'élite nationale, comme les responsables du parti et d'autres personnalités de haut rang. En effet, comme le souligne la BBC, la ville de Wonsan, où se trouve donc à proximité cette station balnéaire, c'est aujourd'hui un lieu prisé par l'élite du régime et plusieurs cadres du pouvoir y résident déjà. Mais alors, est-ce qu'à l'international, il y aura des touristes? Alors forcément, il y en aura, sinon cette une des actus du jour n'aurait aucun sens. Mais en fait, il y a une cible de touristes en particulier, ce sont les touristes russes. L'ambassadeur russe en Corée du Nord, Alexander Matsegora, était d'ailleurs le seul invité présent à cette cérémonie d'inauguration en tant qu'invité d'honneur. Alors, selon CNN qui a révélé cette information, Vostok Intour, une agence de voyage russe, propose notamment 3 voyages en avion de 8 jours entre juillet et août pour se rendre directement sur cette station balnéaire pour la somme équivalent à environ 1840 $. Et pourquoi les Russes? Alors là, ce sera pas forcément une surprise si vous suivez ce format. Il y a un lien de plus en plus fort ces derniers mois entre la Corée du Nord et la Russie. Bon, déjà, il faut savoir qu'il y a une liaison ferroviaire entre Pyongyang et Moscou, qui sont donc les capitales des deux pays. Une liaison qui avait été rétablie début 2024 après 4 ans d'interruption. Par ailleurs, depuis plusieurs années, les deux pays renforcent leur coopération dans de nombreux domaines en réaction à leur isolement croissant sur la scène internationale. Alors pour la Corée du Nord, c'est pas nouveau, mais dans le cas de la Russie, ça fait suite évidemment à la guerre en Ukraine. Et parmi ces liens assez importants qu'on a pu observer, c'est la présence de militaires nord-coréens qui ont pu être observés directement sur le front en Ukraine ces derniers mois. Alors ce site touristique, évidemment, ça peut être une façon pour la Corée du Nord de gagner de l'argent, mais on parle quand même d'un seul site, donc pour quand même l'économie d'un pays, ça reste minime. En fait, dans l'immédiat, ça semble surtout être un lieu de prestige, un lieu donc symbolique, que ce soit
soit donc pour l'extérieur, c'est une façon de tenter de montrer en tout cas au reste du monde que c'est un pays qui se développe, sachant que ce n'est pas la première fois qu'il y a des ouvertures de ce type. Par exemple, à la fin des années 90, la Corée du Nord avait tenté de s'ouvrir au tourisme en autorisant les visiteurs sud-coréens à se rendre dans la région du mont Kumgang, qui est une célèbre montagne de Corée du Nord. À l'époque, cette ouverture, elle avait été très bien reçue et près de 2 millions de Sud-Coréens ont visité la zone au cours des 10 années qui ont suivi. Et tout ça s'est arrêté lorsque, en 2008, un soldat nord-coréen a abattu une touriste sud-coréenne qui se serait aventurée dans une zone militaire interdite. Alors maintenant, même si vous le savez, on a eu l'occasion d'en parler à de nombreuses reprises, faut quand même rappeler que le pays reste aujourd'hui l'un des pays les plus pauvres au monde. Selon l'Organisation des Nations Unies, près de la moitié de la population nord-coréenne est en situation d'insécurité alimentaire depuis quelques années. Et on en avait parlé à l'époque, la situation liée au Covid n'avait vraiment pas arrangé la situation, avec notamment des importations qui étaient plus difficiles et donc une situation qui était particulièrement critique. D'ailleurs, on peut noter qu'en 2023, la rapporteure spéciale des Nations Unies sur la situation des droits de l'homme en République de Corée du Nord avait appelé la communauté internationale à accorder une attention urgente à la détérioration de l'accès de la population à la nourriture, aux médicaments ou encore aux soins de santé dans le pays. En tout cas, le dirigeant nord-coréen Kim Jong-un a déclaré que la construction d'autres zones touristiques serait annoncée dans les prochains mois dans d'autres régions du pays. Si jamais vous voulez mieux comprendre maintenant le contexte historique sur la Corée du Sud par rapport à la Corée du Nord, on avait publié il y a près de 2 ans une vidéo sur les relations entre les deux Corées et sur l'histoire aussi des deux Corées. Vous êtes plus de 2 millions à avoir vu cette vidéo qui est disponible sur notre chaîne YouTube dédiée au grand format et elle est toujours d'actualité, donc n'hésitez pas, ça permet d'approfondir vraiment ce sujet puisque là on s'est concentré sur la dimension touristique. On continuera évidemment à suivre tout ça. Je reviendrai au passage avec la caméra la semaine prochaine. Je vous laisse avec Elie Sarah aujourd'hui pour les actualités en bref et je reviens juste après. Merci Hugo et bonjour à tous. On commence avec cette actu. Un accord pour reconnaître le territoire d'outre-mer français de Nouvelle-Calédonie comme un État a été signé ce samedi après 10 jours de négociations. Cet accord a été qualifié d'historique par les différentes forces politiques de l'archipel. À noter que l'accord doit encore être définitivement approuvé en Nouvelle-Calédonie par les différents mouvements qui ont participé aux discussions. En fait, ce territoire est depuis longtemps divisé entre ceux qui souhaitent qu'il reste français et ceux qui veulent qu'il soit indépendant. 3 référendums ont eu lieu sur le sujet, tous favorables au maintien dans la France, mais le dernier en 2021 avait été boycotté par les indépendantistes, donc ceux qui sont favorables à l'indépendance du territoire. Suite à de violentes émeutes qui avaient fait 14 morts, des centaines de blessés et plus de 2 milliards d'euros de dégâts au printemps dernier, Emmanuel Macron avait souhaité un sommet sur l'avenir du territoire. C'est donc ce sommet qui a abouti à l'accord signé ce samedi, et cet accord prévoit la création d'un État de la Nouvelle-Calédonie qui sera intégré au sein de l'ensemble national français et qui pourra être reconnu par la communauté internationale. Il prévoit aussi la création d'une double nationalité, française et calédonienne dès 2026 pour les habitants de l'île, et ils seront invités à se prononcer sur cet accord en février 2026, et des élections législatives et provinciales auront lieu à partir de mars. On vous tiendra informé de la situation. Deuxième actu, près de 800 personnes ont été tuées dans la bande de Gaza depuis le 27 mai dernier en tentant d'obtenir de l'aide, a affirmé l'ONU ce vendredi. Parmi elles, 615 ont été tuées près de sites contrôlés par la Fondation humanitaire pour Gaza, la GHF, une association soutenue par Israël et les États-Unis et qui a le quasi-monopole sur les distributions d'aide. Plusieurs organisations, dont l'ONU, ont refusé de travailler avec la GHF, jugeant son action inadaptée, dangereuse et contraire au principe d'impartialité de l'aide humanitaire. Alors que la Fondation nie tout incident mortel à proximité de ces sites de distribution, l'armée israélienne a déclaré de son côté avoir tiré les leçons de ces incidents signalés lors de distribution alimentaire dans la bande de Gaza. Selon l'ONU, les morts sont dues principalement à des blessures par balle. Troisième actu, le président des États-Unis Donald Trump a annoncé ce samedi imposer des droits de douane de 30% aux produits importés de l'Union européenne vers les États-Unis. Ils seront effectifs à partir du 1er août. Alors pour bien comprendre, lorsqu'un pays impose des droits de douane, ce sont les importateurs qui les payent. Donc ici, quand Donald Trump taxe des produits européens, ce sont en fait les entreprises états-uniennes qui achètent, qui importent ces produits, qui payent la taxe à l'entrée du territoire. Jusqu'ici, la majorité des produits européens étaient taxés à hauteur de 10%. Mais il y avait des exceptions, comme pour les automobiles par exemple, qui étaient taxés à 25% et l'acier et l'aluminium à 50%. Et d'ailleurs, avant l'arrivée au pouvoir de Donald Trump, les États-Unis appliquaient un droit de douane de seulement 2,5% sur la plupart des marchandises importées depuis l'Union européenne. Alors selon Donald Trump, l'objectif de ces droits de douane, c'est de protéger l'industrie américaine, de favoriser la production aux États-Unis et de réduire le déficit commercial du pays, c'est-à-dire l'écart entre les importations et les exportations. À noter également que Donald Trump a déclaré qu'il augmenterait ses droits de douane si l'Union européenne venait à riposter. Dans tous les cas, on aura l'occasion de vous en reparler dans les prochains jours. Et enfin, on termine avec cette actu. Une journée de commémoration en l'honneur d'Alfred Dreyfus aura lieu tous les 12 juillet à partir de 2020.
2026, a annoncé Emmanuel Macron ce samedi. Cette cérémonie visera à commémorer la victoire de la justice et de la vérité contre la haine et l'antisémitisme, selon le président. Alors, pour rappel, Alfred Dreyfus, c'est un officier juif d'origine alsacienne qui avait été faussement accusé de trahison pour avoir espionné au profit de l'Allemagne à la fin du 19e siècle. Il avait été envoyé au bagne avant d'être innocenté et réhabilité quelques années plus tard. La première cérémonie aura donc lieu en 2026 pour le 120e anniversaire de la reconnaissance par la justice de l'innocence d'Alfred Dreyfus. Emmanuel Macron a ajouté qu'il faut toujours faire preuve de vigilance et de persévérance contre ces vieux démons antisémites engendrés par la haine. Selon le ministère de l'Intérieur, 504 actes antisémites ont été recensés en France entre janvier et mai 2025, ce qui correspond à une augmentation de 134% par rapport à la même période en 2023, donc avant les attaques du 7 octobre du Hamas en Israël et la riposte israélienne à Gaza. Merci beaucoup Ellie Sarah pour ces actualités. Ce week-end, pas de vidéo grand format, mais vous l'avez vu, on en a publié beaucoup ces derniers jours, que ce soit une interview de Jérôme Commandeur, une interview évidemment d'Emilien que vous avez été beaucoup à avoir regardé. Je crois que j'ai tout dit en tout cas pour aujourd'hui. Je vous souhaite de passer un excellent week-end. Bonnes vacances à tous ceux qui ont la chance d'être en vacances. Bon courage à tous ceux qui travaillent. On est ensemble. Prenez soin de vous, prenez soin de nos proches et puis on se dit à lundi pour le retour des actus.